Nature et Connexion. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Nature et Connexion. Aujourd'hui, je suis avec MK de Canard. Bonjour MK. Bonjour. Alors MK, toi, tu es musicienne, violoniste. Tu es aussi navigatrice et bioacousticienne. Alors ça, il va falloir que tu nous expliques un petit peu après. Donc plus précisément, c'est biologiste marine avec une spécialisation dans les cétacés, c'est ça? Tout à fait. Ouais. Ouais. Donc, je pense que c'est toi qui vas pouvoir nous expliquer un petit peu mieux ce que c'est tout ça, parce que c'est plein de facettes différentes et tu as réussi ce miracle de pouvoir lier en fait tes trois facettes en une. Ça, tu vas nous expliquer aussi un peu après. Et je te propose de nous expliquer un peu voilà ton parcours, comment tu es arrivé à devenir ces trois personnes. 3 personnes en une. Ouais. Bah oui, ça date depuis toute petite, en fait. Presque les 3, on pourrait dire. Mes parents m'ont mis à la musique très jeune. Donc j'ai été éduquée à la maison, donc c'est une grande facilité pour pouvoir passer beaucoup de temps à faire cette musique et avoir des parents derrière. Ensuite, la voile, j'ai commencé assez jeune aussi, donc vers mes 6-7 ans. Et grâce à la voile, je commençais aussi beaucoup à nager, à être dans des endroits où je pouvais mettre des lunettes de plongée et regarder sous l'eau. Et tout ça m'intriguait énormément. Et aussi, on va dire, la liberté liée au fait de pouvoir nager dans l'eau, puis pouvoir naviguer sur l'eau, et de combiner tout ça, ça me faisait énormément plaisir. Et donc, quand j'ai dû choisir mes études, je n'ai pas su choisir, donc j'ai fait les deux. Et donc, c'était ici à Bruxelles, au conservatoire en violon. Et puis, j'ai fait bio à l'ULB. Et tu as fait les deux en même temps? J'ai fait les deux en même temps. Waouh! C'est intense. Je peux pas dire que je suis l'exemple, hein, parce que franchement, c'était pas. Les deux institutions sont pas faites pour collaborer ensemble. Et donc, voilà, les choses qui étaient obligatoires d'un côté, il y en avait aussi de l'autre. Et donc, les deux comprenaient pas pourquoi je choisirais un plus que l'autre. Et donc, voilà, peut-être qu'aujourd'hui, c'est déjà un petit peu plus accepté. Mais donc, voilà, j'ai dû un peu travailler pour que tout le monde comprenne et accepte et me laisse faire. Ouais. Et du coup, s'en est suivi un master en biomarine à l'étranger, parce que je trouvais pas trop mon bonheur en Belgique. Ouais. Et pendant ce master-là, j'ai amené mon violon avec moi, évidemment. Et c'était un master où je changeais de pays tous les 3 mois, un Erasmus Mundus, ça s'appelle. D'accord. Et donc déjà ça, du côté biomarine, c'était incroyable parce qu'on découvrait des nouveaux coins littoraux, des nouvelles cultures, des nouveaux liens à la mer. Et en plus de ça, j'amenais mon violon et donc chaque fois, je jouais dans des jams, dans des concerts, dans ces cultures différentes. Et s'en est suivi un peu un déclic en fait, déjà, j'arrive à créer du lien avec les gens plus que jouer de la musique classique, parce que la musique classique est superbe, ça m'a apporté beaucoup de choses, mais c'est très carré, il y a un but, il y a un public qui ne répond pas spécialement, et donc c'est pas quelque chose où je me sentais spécialement vivre. Puis c'est surtout tu joues de la musique de quelqu'un d'autre en général. Aussi, beaucoup de l'interprétation, l'interprétation qui doit être exacte. Et du coup, avoir ce violon où je pouvais communiquer avec des gens, apprendre avec les gens, voilà, échanger des choses aussi autres que la musique, du coup, parler aussi de biomarine dans ces mondes-là. En fait, tout a commencé à faire sens. Et pendant ce master, je me suis spécialisée en bioacoustique. Donc, ça concerne tout ce qui est la communication des cétacés, donc leur langage, comment ils l'utilisent, quels animaux utilisent quoi, comment les dialectes qu'il y a. Donc ça m'intéressait beaucoup parce que c'était un moyen d'utiliser le son dans la mer. Et donc c'était le premier pas que j'ai fait aussi pour lier la science et la musique. Et voilà, ensuite, on va dire que j'ai essayé de chercher du boulot, mais pas vraiment non plus, parce qu'au final, il y a cette expédition qui s'est présentée à moi, donc de partir avec 2 amis pendant 2 ans sur un voilier. Donc, tu as fait ça directement après ton master? J'ai fait, du coup, je les ai retrouvés après mon master en revenant en Belgique. Enfin, en fait, en naviguant en Bretagne, en fait, nos bateaux se sont croisés, et donc c'était un peu un moment où on s'est retrouvés. À la base, tu disais que tu faisais du voilier depuis toute petite, mais tu habitais déjà en Belgique à ce moment-là? Non, j'habitais aux États-Unis. C'est ça, je me disais, parce que la voile, ici, c'est pas évident. D'accord. Mais j'ai continué en Belgique. Donc, j'ai commencé de l'optimiste et du laser très jeune.
en compétition. Donc, ça a Hmm. directement été une manière très sportive et efficace d'apprendre le sport. D'accord, ouais. Et du coup, j'ai rejoint l'équipe belge voilà, à Newport, au stand, Ah, en ouais. Hollande. Donc, Ok. ça faisait quand même beaucoup de trajets à chaque fois. Ouais. Mais voilà, mes parents étaient investis, ils m'ont permis de continuer à le faire. Hmm. Et puis moi, j'ai transitionné vers des gros bateaux, donc Ah, des oui. cabines. Voilà, j'étais trop légère pour du laser, ça devenait trop physique. Donc c'est aussi une manière de continuer le sport, mais Ouais. plus, plus doucement. Et donc cette expédition s'est mise juste après mon master. Donc on a quand même pris un an pour la préparer. Et c'est un an où j'ai vraiment pris le temps d'essayer de voir comment je pouvais lier mes deux passions en faisant quelque chose quand même de professionnel. Ouais. C'est ça. C'est toujours le but à un moment donné. Voilà, ouais, enfin, gagner de l'argent, je sais pas, mais en tout cas de rester neutre par rapport aux subsides Hmm. et des sponsors qu'on avait. Ouais. Et, euh, et donc là, j'ai créé, on va dire, l'approche que j'ai utilisée pendant l'expédition, qui était d'enregistrer les cétacés à bord du voilier dans les endroits où on naviguait. Donc on a fait un an en Afrique, puis on a transaté, puis on était aux Antilles, et puis on est revenu. Donc tous les cétacés qu'on croisait, ben, on passait quand même pas mal de jours en mer où j'enregistrais les sons. Et ensuite, sur Terre, je montrais ces sons aux locaux, aux gens qu'on croisait dans la rue. Donc déjà, juste pour vulgariser par rapport à la pollution sonore, Hmm. la protection de l'océan en général, le vivant qu'il y a sous la surface. Est-ce que tu entendais beaucoup de pollution sonore quand on enregistre comme ça dans l'eau? Alors, dans les endroits touristiques, souvent les marinas, etc., même Ah, ouais. les endroits de mouillage où on pose l'ancre avec le bateau, il y a, bon, dans les endroits peut-être un peu plus riches, il y a des jet skis, il y a des bateaux à moteur, des gens qui friment un peu à toute allure où bah, Ouais. du coup, on entend que le moteur. Ouais. Ça s'entend fort dans l'eau. Ça s'entend super fort. Waouh. Hyper fort. Ouais. Ok. Et aux îles Canaries, par exemple, il y a les ferries qui Ah, vont de ouais. plus en plus vite entre les îles. Tout le monde Ouais. prend des ferries au moins, enfin, parfois 2 fois par jour. Ouais. Et là, dès qu'il y en a un qui se met en route, qu'il soit à l'autre île, on l'entend enfin, on l'entend déjà venir. Waouh. Donc, du Ok. coup, ça prend une vingtaine de minutes avant de pouvoir vraiment enregistrer. Après, voilà, c'est des enregistrements intéressants d'avoir, mais c'est pas très beau, quoi. C'est T'as pas envie de plutôt, jouer du violon juste pour avec dire qu'en Ferry. fait, c'est la merde et trop de bruit. Ouais, c'est ça. Qui est aussi utilisé ben voilà, pour vulgariser et Pour pour faire en sorte que sensibiliser. les gens comprennent ce qui se passe. Mhm. Mais par exemple, au Sénégal, alors, c'est plutôt. Ben voilà, il y a des bateaux pêcheurs, il y a des pirogues, il y a des petits moteurs, mais on peut pas leur dire que c'est de la pollution sonore parce que c'est leur travail et c'est ce qui leur fournit de la nourriture. Tout à Ils fait. en vivent. Donc voilà, ça dépendait un peu des endroits où on allait. Et puis ensuite, je rencontrais des musiciens, je leur faisais écouter les sons. Et là, du coup, on suivait une discussion par rapport aux émotions qu'ils ressentaient par rapport à la musique, Mhm. ou peut-être pas du tout. Et on crée une musique. Et donc, de cette expédition, s'en est suivi du coup un album de toutes ces chansons que j'ai créées Ouais. avec ces musiciens que j'ai rencontrés, qui est en post-production. Ok. Voilà. D'accord. Ah, Donc génial. ça, c'est un peu la manière que j'ai réussi à trouver pour le moment de combiner tout ce que je fais. Ouais, Mais il y a toujours à creuser. tout C'est à ça le fait. problème. Et la réaction des gens quand tu leur faisais écouter un peu les sons, quand tu disais que tu les croisais dans la rue, tu faisais écouter les sons, c'est quoi la réaction première des gens? Est-ce que... Ben, je pense il y a une petite seconde de battement où ils se demandent qu'est-ce que je leur veux. Et, et Ouais, après, le temps qu'ils réalisent en fait ce que je suis vraiment en train de leur montrer, là, ça clique et souvent, enfin, ils sont fascinés, quoi. ouais, ouais, Ils ouais, sont c'est fou, fascinés. quoi. J'ai eu des enfants, des adultes de tout âge. J'ai eu des ados qui en avaient vraiment rien à faire. Ouais, Voilà, j'ai eu quelques réactions où ils se disaient, bon, ok, chouette, mais on va continuer notre vie. Et d'autres où, bah, voilà, je leur ai appris qui existait des petites choses. Et maintenant, je pense que le reste, voilà, si ça les intéresse plus, ils iront chercher. Sinon, c'était juste l'idée, c'était de planter une petite graine et de leur faire rendre compte qu'il y avait des chouettes choses. oui, c'est ça, parce qu'entendre le son d'une baleine, quand même, et rester inerte à ça, c'est quand même pas évident, quand même, non? Je sais pas. Oui, en même temps, c'est pas toujours hyper beau non plus. Donc, Mm. voilà, on fera Ouais, peut-être écouter des sons après, mais il y en a qui trouvent ça strident ou
il y a des super beaux et je pense que ceux qu'on utilise souvent dans les chants méditatifs ou Oui, c'est ça. les séquences qu'on peut faire écouter, c'est souvent beau, mais il y a aussi des cris qui sont des cris, quoi. Oui, c'est ça. C'est des cris de dauphin qui se crient Voilà, après. C'est peut-être pas très méditatif. moi, je les trouve magnifiques, mais il n'y a pas tout le Ouais. monde qui voit quelque chose de beau. Ouais, oui, c'est ça. C'est Voilà. ça. Ouais. Ben ça, on en fera écouter à la fin du podcast de toute façon et on passera un de tes morceaux du chant des baleines. J'ai écouté un petit peu et c'est vraiment, on a vraiment l'impression que vous communiquez. Ah, Il y a vraiment tout un jeu entre le mm. violon et la baleine et on a presque l'impression que vous l'avez créé ensemble, donc c'est très Ouais, joli. ça aurait été marrant de faire ça, mais c'est vrai que là, Ouais, malheureusement, je peux pas prendre le crédit pour ça. oui, c'est ça. Un violon dans la mer, c'est peut-être un peu plus compliqué. Il y a peut-être un concept à creuser, mais Il y en a qui l'ont déjà fait, mais voilà, je crois pas que leur violon est réutilisé par la suite. non, c'est ça. Et dans l'autre sens, t'as jamais essayé d'enregistrer du violon et le faire écouter aux baleines et d'enregistrer les sons qui en suivent? Moi, je me dis, c'est une idée aussi qui m'est venue en écoutant ça. On m'a beaucoup posé la question Ouais. et j'ai rencontré plusieurs musiciens qui ont fait. Il y a même une recherche qui a été faite de mettre des sons concrets, ils appellent ça. Donc, c'est vraiment plutôt un peu des bruits. Donc, c'est pas une mélodie, mais juste un son qu'ils mettent dans l'océan pour voir comment les baleines réagissent. Ils ont Hmm. fait une étude scientifique. Mais de ma part, ajouter du violon dans l'océan n'est jamais venu. Enfin, c'est jamais quelque chose que j'ai vraiment voulu faire Mhm. pour justement respecter en fait ce que j'essaie de partager, Ouais. c'est le silence dans l'océan, donc rendre l'océan dans son habitat naturel. Ouais. Et du coup, je considère que les baleines n'ont pas demandé à ce que je vienne jouer, comme elles Mhm. n'ont pas demandé qu'il y ait des bateaux qui passent et qui détruisent leur conversation. Ouais. Et, et voilà, du coup, je sais pas, il y a un truc où je me dis, ben, non, je vais laisser cet endroit pour eux et si elles veulent partager, ben voilà, elles le font pas pour moi, elles sont en train de communiquer entre elles, donc c'est pas qu'elles vont Mhm. qu'elles parlent. Tout comme j'irai pas nager dans l'eau à côté d'elles parce que déjà c'est pas permis et en tant que biologiste marine, je dois respecter les règles que j'ai envie de mettre aussi et que c'est leur habitat naturel et que je ne me vois pas me poser devant elles Hmm. pour voilà pour être là quoi. Ouais, c'est ça. Ça te semble Mm. pas juste, en tout cas, par rapport à En tout maintenant. cas pour le moment, voilà, non, c'est pas quelque chose que j'ai voulu faire. Ouais, tout à fait. Et ça me fait penser, j'avais vu un documentaire sur Arte, sur la période Covid, où il y a eu Mhm. tout ce silence et il y avait 2 épisodes, un sur la pollution lumineuse et un sur la pollution sonore, et on voit à quel point les animaux ressortent, Mhm. ils viennent partout, des dauphins qui reviennent dans des ports, parce que Oui, il y a ce silence partout, et c'est incroyable. Enfin, ce documentaire est vraiment incroyable, parce qu'on se rend je l'ai compte pas à quel vu. point on est bruyant et on pollue tout avec. On n'y pense pas avec nos lumières et avec les sons des bateaux et tout ça, on n'y pense pas du tout. Mais ouais, c'était vraiment très touchant de voir toute cette faune qui ressortait partout, quoi. On pourrait vraiment se dire, on disparaîtrait. Il y aurait tellement de vie partout dans les villes, enfin, Oui, tout serait recolonisé par la vie sauvage, quoi. Mm. oui, oui, c'est dur d'ajouter quelque chose à ça parce que je sais que, enfin, voilà, on sait tous que c'est comme ça et pourtant on est retourné à nos activités, quelques-unes qui sont obligatoires, quelques-unes qui ne le sont pas du Mm. tout. Et voilà, on n'a pas Mais su. cette pollution du son, je crois qu'on s'en rend pas vraiment compte. Moi, c'est vraiment en regardant ce documentaire, je me suis dit, waouh, c'est vrai, j'avais jamais pensé à ce côté Mm. que les bateaux faisaient du bruit en fait dans l'océan et que ça se répercutait aussi loin, que le son Mhm. était porté aussi loin et que en fait les animaux marins communiquent par leur son et donc ça les perturbe sans doute énormément. Enfin, j'imagine que toi tu peux mieux en parler, mais Oui, dans ben on le compare souvent enfin, au fait de mettre une baleine, par exemple, dans une discothèque, Hmm. sauf qu'elle n'a pas demandé et qu'en fait, elle est là à se prendre des décibels plein Ouais, les oreilles et ne pas pouvoir partir. ouais, Et donc, nous, en tant qu'humains, ce serait inacceptable et on partirait de notre propre gré parce qu'on peut et elles ne peuvent pas. ouais. Et là, ben, voilà, les cargos continuent à s'accumuler. Donc, il y a énormément de cargos. C'est surtout ça aussi qui fait beaucoup Hmm. de pollution sonore. Il y a 60 000 cargos tous les jours sur Terre qui transportent toutes les choses que l'humain veut acheter et avoir.
dont on a tout à fait besoin. Voilà, on nécessite absolument. Et, euh, et donc voilà, on peut aussi avoir un impact là-dedans en réfléchissant en fait à ce qu'on a vraiment besoin. Hmm. Il faut vraiment faire venir cet article de l'autre côté de la mer. Et voilà, c'est hyper indirect et donc les gens ne se rendent pas compte directement, mais, Non, non, c'est ça. mais on Et est, on est à l'origine. j'avais même vu que des bébés pouvaient être séparés de leur maman puisqu'ils savent plus communiquer à cause des Mhm. sons. Ils n'arrivent plus à communiquer entre eux. Ils peuvent se perdre. Oui. Mais c'est des sons plus petits, donc beaucoup moins forts entre la maman et le bébé déjà. Donc dès qu'il y a un peu de son, ça n'arrive plus à passer en fait. Ouais, ouais, C'est juste troublé par le reste. c'est ça. Et donc ça nous amène un peu à cette partie de toi où tu es quand même quelqu'un d'assez engagé. Euh, je crois, surtout par rapport, j'ai vu dernièrement, par rapport à la fast fashion et à la pollution que ça engendre effectivement dans les transports et puis j'imagine aussi dans la production et dans tout ça. Donc ça fait partie aussi d'une autre de tes facettes. Tu n'avais pas assez de choses à faire. Euh, Ouais, on va dire que le fait de passer quand même beaucoup de temps isolé sur un bateau, à faire des chouettes choses, à rencontrer plein de chouettes gens, ben, je me rends compte que j'ai besoin d'être dans quelque chose de présent et d'actif aussi. Donc c'est ça que, enfin, je suis contente de revenir en Belgique de temps en temps parce que ça me permet d'être, bon, surtout à Bruxelles, qui est donc le centre où tout converge, ben, il y a du coup beaucoup de choses qui se passent, dont des manifestations, des activistes qui sont hyper engagés, qui m'inspirent tous les jours à essayer de pousser un peu plus loin mes Ouais, valeurs et mes convictions. ouais, Et ben oui, là on approche les soldes, donc il y a eu le Black Friday, donc on a fait une petite action chez Primark pour ouais. dénoncer que la fast fashion, c'est vraiment pas bon et que les gens sont pas respectés, ni ceux qui travaillent, ni ceux qui achètent, parce que de toute façon, ton vêtement, il va pas durer très longtemps, Mm. donc il pollue encore plus. Et voilà, j'aime bien faire la boucle jusqu'aux baleines parce que tous ces vêtements qui sont créés en masse arrivent en cargo et du coup font partie du transport maritime qui du coup engendre cette pollution sonore dont on parle depuis tout à l'heure, Ouais, qui impacte les baleines et qui m'amène du coup à la deuxième action qui est en train de se passer pour le moment, qui est contre l'exploitation des fonds marins, ouais. pour aller chercher toutes les choses qu'on veut pour créer des objets électriques. Bah, voilà, ils veulent aller racler les fonds et là en dessous, bah, il y a des abysses qui sont dans des états intacts depuis des milliards d'années et nous, on veut aller tout foutre en l'air. Donc, Ouais, c'est ça. On les a même pas découverts pour savoir ce qui s'y passe vraiment et on voudrait aller y creuser pour voilà. extraire des choses pour produire encore plus, quoi. Ouais. Avec un gros risque de Euh, pollution, quoi. Ouais. voilà. Et ça engendrera tout un effet, un impact complètement néfaste sur toute la chaîne trophique. Mm. Parce que ben, l'océan est basé autour de ce qu'on ne voit pas aussi, malheureusement. C'est vraiment ça, en fait. Mm. Donc voilà, ça, c'est les petites choses que j'essaie de faire en présentiel quand Ouais, je c'est peux. ça. Ouais. En dehors de l'activisme que tu fais par ta musique aussi, de Voilà. Mais t'amener ça cette fait, ça sensibilité fait à... vraiment du bien d'être entouré par des gens, en fait. Mm. Donc c'est chouette d'être artiste, d'être sur son bateau, d'être avec des gens qu'on a choisis ou qu'on rencontre au fur et à mesure qu'on est dans ce petit cocon, mais d'être projeté dans cette masse de gens qui pensent pareil que toi, qui ont envie de vraiment se battre pour quelque chose de bon et de commun, bah, ça c'est quand même c'est hyper puissant. Ouais, c'est porteur, ça te nourrit aussi dans l'énergie parce que se battre tout le temps, c'est quelque chose qui C'est prend de l'énergie. Ça ouais, prend. Mm. tout à fait. Et là, je sais que tu viens de sortir un film, donc tu as eu plusieurs projets ces derniers temps. Tu avais dit tout à l'heure que tu es parti pendant 2 ans, c'est ça, sur un bateau. Et puis après, il y Ouais. a un film qui est sorti de toutes ces aventures. Tu veux nous en parler un petit peu? C'était quoi ces projets? Et Résumé ben, deux ans. ce qui est assez marrant, c'est que le film, du coup, qui en est sorti, n'est pas sur la partie expédition, mais Ok. sur la partie transat retour que j'ai faite, qui n'était donc plus à bord du bateau d'expédition, mais qui était à bord d'un classe 40. C'est un bateau de course. Et donc, en gros, mon copain, donc Stan Turet, a arrêté la course au large et on avait droit à faire cette course retour. Donc, c'est pour moi complètement un rêve d'enfant de me retrouver sur des gros bateaux, de faire de la course et de me retrouver un peu
cette énergie dans laquelle j'avais vécu pendant une dizaine d'années en faisant de la compétition sur des petits bateaux. Donc, je voulais vraiment faire cette course et en même temps, je savais que le monde de la course au large, c'est une vraie crasse écologique. Ok, C'était un moyen de vivre cette expérience et de voir en fait ce qui allait se passer. d'accord. Donc, on a fait cette course du coup, c'était de la Guadeloupe à La Rochelle. On Ok. était à 4 sur le bateau. Et le film qu'on en a fait, ben, c'est un témoignage de tout ce que j'ai pu vivre et voir dans ce monde, et qui est rempli de tristesse, malheureusement, Ah. qui est un petit peu... voilà, je suis juste devant le fait accompli que, effectivement, la course au large, c'est polluant. La compétition, c'est pas une manière écologique de vivre un sport. Euh, les équipiers, voilà, ils sont là pour se battre et pour battre les autres. Hmm. Donc, l'esprit dans lequel moi j'ai grandi, dans la voile, qui était pour moi quelque chose de libérateur, quelque chose de fort, mais où tu es sur l'océan et tu profites de l'océan. Mais là, je l'ai beaucoup moins ressenti parce qu'il y avait tellement de pression pour les sponsors, pour la course, pour les gens. Et voilà, on en a fait un petit témoignage où j'essaie aussi de parler des problématiques écologiques liées à l'océan. Et, ben, le petit challenge pour ce film, c'était de faire la bande son. C'est toi qui l'as faite aussi? C'est moi qui ai fait de la bande son avec quelques amis qui m'ont aidé. Donc c'était très chouette et en même temps, voilà, je devais me regarder et écouter ce que je disais en boucle pour essayer de trouver une mélodie sympathique qui combinait, enfin qui se liait à ce que je racontais. Donc ça m'a pris plus de temps que filmer le film. Oui, c'est un sacré travail de s'écouter en boucle. Je pense que c'est un bon travail pour apprendre à s'aimer et à... Ouais. Tout à fait. Mm. Oui. Tout à fait. Et quand tu dis que c'est polluant la course, parce que c'est des courses de voiliers, c'est pas des bateaux à moteur. Non, effectivement, on se rend pas compte. On Non, se rend pas c'est ça. compte que effectivement les voiliers ça pollue. Là, la problématique pour moi, c'est vraiment que ils sont liés à la technologie à un point où tout ce qui est technologique qui fait avancer le bateau le plus vite possible sera innové chaque année. Donc, ce Ok. qui veut dire que les plans architecturaux du bateau n'arrêtent pas d'évoluer. Et donc, chaque année, on a des nouveaux plans de bateaux qui vont de plus en plus vite. Et donc, chaque sponsor, vu qu'il veut gagner, eh ben, il fait construire des nouveaux bateaux. Ah ouais. Et chaque bateau qui est hyper custom, hyper. Voilà, c'est tout du carbone, c'est des matériaux quand même un peu précieux. Ça coûte 600 000 tonnes de CO2. Waouh. Ah ouais. Donc c'est des sommes énormes pour un bateau. Puis, on oublie la logistique derrière, donc toute l'équipe qui travaille pour ce bateau. Bon, ça fait beaucoup de gens qui travaillent, certes, ça, on connaît ce raisonnement. Mais ça fait des déplacements de tous les côtés. Il y a le village de course, où du coup, les gens viennent de partout. Et donc, il y a des sponsors qui mettent tous leurs petits enfin, leurs petits Mm. stands partout. Super pour faire de la pub, mais c'est des choses... voilà, je suis désolée, mais Charal, McDonald's, des choses comme ça, ben, non, en fait, c'est pas des choses pour lesquelles il faut faire de la pub Ouais. sur une ligne de départ de course envoyée. Et puis, tout le monde qui va à l'arrivée en Guadeloupe, en Martinique, Ah ça fait oui. énormément de vols pour des gens qui vont là-bas pour 2 semaines pour faire l'arrivée et puis qui retournent. Et donc, tout ça accumulé ensemble fait quand même un bilan assez astronomique par course. Ouais. Mais oui, il y a il y a une voile. Oui, c'est ça. Ça Heureusement, il reste n'y a un pas un voilier. moteur. Mais Mais ouais. on le sait très peu, mais pour charger les batteries, il y a des panneaux solaires qui sont sur le bateau, qu'on peut Mhm. utiliser quand il y a du soleil. Quand il n'y a pas de soleil, on peut mettre un hydrogénérateur, donc c'est une petite hélice qui tourne à l'arrière du bateau. Mais il y a des skippers qui ne veulent pas le mettre dans l'eau parce que ça crée, il y a un truc dans l'eau qui freine, même si c'est... Mhm. Ça va assez vite. Ouais. Mhm. Et du coup, on allume le moteur en débrayé. Donc, ça fait tourner l'alternateur qui donne de l'énergie. Donc, on entend le bruit du moteur. C'est en train de complètement consommer du diesel. Mais voilà, l'hélice ne tourne pas dans l'eau parce que sinon, ce serait triché. Donc, en fait, on se retrouve quand même en plein milieu de la mer à allumer le moteur. Ah oui, c'est ça. Donc, il y a quand même un moteur qui n'est pas utilisé parce que sinon, ça ne va pas, mais il est quand même là. Donc, Ouais, finalement, ouais. Donc, voilà, c'est des petites ouais. C'est des petites choses choses qu'on un ne peu sait pas. plus. Ouais.
Ouais. On n'imagine pas. Moi, j'imagine la voile. Voilà, c'est super écologique, mais effectivement, on se rend pas compte de toute la production derrière, tout le sponsoring, ouais, le déplacement des gens. Ouais, c'est ça. Et même nous, quand on était en expédition en voilier, ben, on s'est quand même mis le challenge d'utiliser le moteur le moins possible. Mhm. Et voilà, il suffit d'avoir très peu de vent et ben, on n'avance pas. Et donc, en fait, il faut être d'accord avec le fait qu'on n'avance pas. On n'avance pas, ouais. Parce que ça vient très vite de se dire, bon, ben, on allume le moteur et on Ouais, avance, ouais. quoi. Oui, c'est Donc, ça. J'ai vu ce film de cette, la plus jeune navigatrice du monde, australienne, et qui, oui. à un moment donné, est coincée pendant je sais pas combien de jours en plein milieu de l'océan et ça n'avance pas du tout. Et je me dis, waouh, t'es toute Ouais, faut seule, vraiment, il faut être accroché parce que t'es tout seul, ouais. ça avance pas, il y a rien autour de toi. Ça doit être tellement, ouais, tellement dur. Donc, je peux comprendre qu'à un moment, tu as envie d'allumer ce moteur, effectivement. Ouais. Ouais, ouais. Hmm. Et je vais te demander, par rapport, bah, le sujet un peu du podcast, c'est la nature, la connexion. Pour toi, c'est quoi la connexion? Ça veut dire quoi? Et plus précisément, ben, la connexion en général, parce qu'on peut être connecté à toutes sortes de choses, et puis la connexion à la nature, et comment toi tu l'expérimentes? J'imagine que d'être sur un bateau pendant des semaines, il y a quelque chose qui se passe, d'être au milieu de cette nature sauvage, vraiment, où on n'est plus les maîtres. S'il y a une tempête qui arrive, voilà, on est tout petit, quoi. Donc peut-être, puis au milieu des étoiles, je sais pas, il y a des choses qui se passent qu'on n'a pas l'habitude de vivre surtout quand on vit en ville. Alors voilà, qu'est-ce que ça t'évoque, tout ça? Hum, Je pense que je l'ai construite, donc c'est pas venu en une fois, hein, cette connexion. Donc c'est quelque chose qui se construit et dont je pense qu'il faut l'accepter, il faut l'assumer. Et d'autant plus, ça rajoute des couches de bonheur, de connexion. Hmm. Et moi, elle a vraiment commencé à s'accentuer pendant mes études de biologie. Parce qu'on va dire que avant ça, ben, le lien que j'avais à la nature, à mon environnement, ben, il était passionnel, il était émotionnel. Mais je comprenais pas tout. Bon, je comprends toujours pas tout. Mais le fait d'avoir étudié les plantes, d'avoir disséqué une plante, de savoir comment ça circule, l'eau, les minéraux, tout ça, dans les arbres, les animaux, tous les liens qu'il y a entre toutes les espèces dans le monde. Enfin, ça m'a complètement ouvert les yeux. Et un de mes professeurs, il aimait bien dire que, enfin, et c'est vrai, que chaque espèce est aussi autant évoluée que l'autre. Donc, il n'y a pas une espèce qui est plus évoluée. Donc, l'humain n'est pas plus évolué qu'une autre espèce. On est tous autant évolués parce qu'on est tous vivants aujourd'hui et on a tous muté par des gènes au fur et à mesure de la vie. Ouais, c'est ça. Et donc, réaliser ça, en fait, c'est réaliser qu'on est tous au même niveau, qu'on est tous égaux. Et pour moi, c'était intégrer le fait que, ben voilà, on fait partie d'une grande chose et que faut voir ce qu'il y a autour. Hmm. Euh, il y a aussi bah, les principes de la permaculture. Le Mhm. premier, c'est observer et intégrer. Et je pense qu'une fois avoir compris comment un peu plus les choses fonctionnaient en nature, bah, tu commences aussi à les regarder de plus en plus. Et c'est hyper intriguant, quoi. Avec des amis, parfois on passait une heure à observer un petit champignon ou une plante et tu vois tellement plus de choses que ce que tu crois. Hmm. Et c'est vraiment aussi ne pas se sentir ridicule à faire ça, en fait. C'est trop chouette de le faire. Et je pense que des gens de notre âge, ils se disent, ben non, je vais pas passer une heure accroupie par terre à regarder un bête truc. Mais en fait, si, c'est trop bien et ça apporte tellement de chouettes choses, de partage, de discussion. Ouais, c'est ça. Ça peut être vraiment fascinant, comme tu dis, regarder un champignon. C'est surtout à partir du moment où tu sais ce que tu dois regarder, euh, parce que Mm. quand on connaît rien à la nature et qu'on n'a pas l'habitude d'y aller, ben un arbre c'est un arbre. Ouais. Et puis quand tu commences à renseigner un petit peu, aller au contact des arbres et à apprendre un peu des choses, ben tu sais que ben celui-là c'est un saule, celui-là c'est un chêne, et tu commences Mhm. à voir toute la variété des arbres qu'il peut y avoir dans une forêt et pas juste un gros tas de verre, quoi. Non, tout à fait. Comme, je sais pas, hein, aujourd'hui, on nous dit que, enfin, voilà, faut savoir manipuler un moteur d'une voiture pour savoir quoi faire si tu tombes en panne. Bah, ok, tu apprends à gérer un truc technologique, mais pourquoi tu n'apprendrais pas à connaître des choses plus naturelles aussi?
Oui, qui sont ta maison, en fait, finalement, c'est ton environnement et tu en as besoin pour vivre parce que la voiture, on pourrait très bien s'en passer, mais je pense qu'on peut pas vraiment se passer d'arbres et d'océans. Ouais, non, tout à fait. Et ça, on l'a un peu oublié, je crois. Ouais. Ouais, non, non, c'est un truc qu'il faut. Et après, voilà, c'est dur de se comparer à d'autres, de qui connaît la nature mieux que l'autre. Et parfois, je sens que ça peut devenir un peu pas un concours, mais oui, c'est quelque chose où quelqu'un se sent bien en nature, va passer beaucoup de temps, puis on peut commencer un peu à juger et dire, mais non, moi aussi, en fait, c'est pas que je la respecte pas, que. Enfin voilà, il peut se passer plein de choses autour de ça et il faut juste accepter que ça fasse du bien et que chacun a un lien particulier et unique à la nature, je crois. La manière de la percevoir, la manière de recevoir l'énergie, de donner de l'énergie à la nature. Il y a un échange très puissant qui peut se passer. Et je pense qu'on le vit tous quand on se balade en forêt. Mm. Quand tu te balades en forêt avec ton enfant, je pense que ouais, vous sentez C'est quelque chose sûr. de puissant, quoi. Ah, c'est sûr. Ouais, je le vois aussi avec les enfants que j'accompagne en forêt. Parfois, ils n'ont jamais vraiment été en forêt ou peut-être juste se balader. Et quand je les prends en stage du lundi au vendredi, le vendredi, c'est plus la même chose. Le lien est Mhm. tellement. Chez les enfants, c'est facile à reconnecter. C'est pas encore très loin. Et donc, Mhm. l'émerveillement et tout ce qui peut se passer dans la forêt, ouais, c'est incroyable. Mhm. Et c'est vrai qu'on est dans une société où l'intellect a beaucoup de place. Et en connexion profonde à la nature, on parle de 4 niveaux. On en parle d'un modèle de 4 niveaux de lien avec la nature. Et le premier, ben, c'est le modèle éducatif. C'est celui qu'on connaît beaucoup. C'est d'apprendre dans les livres, de regarder des vidéos. Et là, ben, on apprend à connaître des choses sur la nature, mais on n'a pas encore ce lien qui est créé vraiment avec l'espèce. C'est Mhm. important de savoir, mais c'est pas suffisant pour pouvoir avoir cette connexion intérieure. Le deuxième, c'est le modèle récréatif. Donc, c'est aller faire de la voile, aller se promener en nature. On sent que ça nous fait du bien, on ne sait pas pourquoi. Mais voilà, on voit encore, voilà, on peut aller se balader dans la forêt tout en voyant, voilà, ce gros tas de vers sans savoir vraiment ce que c'est. Et puis après, seulement on arrive au niveau de la connexion, où là, ça se présente souvent un peu par hasard. Bah, tu rencontres un renard dans la forêt, d'un coup, tu vois un renard et tu fais waouh. Et là, tu as un truc vraiment, c'est impressionnant. Il y a un truc qui se crée en toi parce qu'on est tous fascinés par ça. On ne peut pas dire que, Mhm. il faut, tant qu'on on est connecté à soi-même, on peut pas, j'ai l'impression, en tout cas, moi, de ne pas être fasciné de voir un animal sauvage comme ça en face de soi. C'est quand même quelque chose de magique. Et en fait, là, après, le dernier niveau, c'est la connexion profonde. Et la connexion profonde, elle arrive à partir du moment où on arrive à échanger ça avec un autre humain. Donc, si je rentre à la maison et que je dis, waouh, j'ai vu un renard, et que la personne en face de moi me dit, waouh, génial, vas-y, raconte-moi. Et ben là, il y a un lien qui se fait à l'intérieur de moi. Il y a quelque chose au niveau de la neurobiologie où ça s'inscrit vraiment que cette expérience était importante et là, la connexion profonde commence, tu vois. Mais par contre, si tu arrives à la maison et que tu fais, j'ai vu un renard et l'autre, il te fait, ouais, ouais, super. Ben, en fait, il y a une coupure totale et là, on n'arrive pas à créer cette connexion. Et donc, c'est vraiment important de retrouver ça, de retrouver cet émerveillement et de pouvoir le partager aussi avec l'humain parce qu'en fait, on ne peut pas avoir cette connexion à la nature sans être connectés aussi tous ensemble, quoi. Ouais. Oh, c'est super beau de décrire ça sous 4 étapes. Et c'est vrai que récemment, j'entends beaucoup d'histoires de personnes, soit un peu plus âgées, enfin, oui, qui sont quand même plus âgés, qui n'ont jamais eu la vulnérabilité d'avouer qu'ils étaient touchés par la nature et qui aujourd'hui commencent à le partager, que ce soit des gardiens de refuge ou des personnes qui se baladent dans la forêt depuis des années mais qui ne le partagent jamais avec quelqu'un. Et le fait de le partager avec quelqu'un, pour eux, ça change tout. Ah oui. Et je trouve ça dingue de se dire qu'on peut garder ça en nous parce que, je sais pas, c'est une peur de le dire ou d'assumer. Et qu'en fait, juste le faire, ça fait tellement plus de bien. Ouais. C'est si simple. C'est souvent des blessures d'enfance où on vient avec quelque chose et puis les parents, ils n'ont pas le temps, ils sont pas là-dedans. Puis la nature, ben, on, voilà, on trouve pas ça forcément important. Il y a toute une génération où ben, la nature, c'est pas très, très important. Il faut faire des études, il faut faire ceci, mais aller traîner dans les bois, il y a un moment, voilà, il faut rentrer dans la vraie vie.
Et alors, on est blessé, on n'ose plus partager. Ouais. Quand tu partages et que tu vois que ça intéresse personne, tu te dis, c'est peut-être pas très intéressant. Mais quand tu as quelqu'un qui est hyper passionné derrière, c'est comme parler de musique. Moi, j'ai un compagnon musicien, quand il me parle de musique, j'écoute, mais je comprends pas toujours tout ce qu'il me raconte. Mais voilà, s'il partage avec quelqu'un qui lui fait, waouh, génial, vas-y, explique-moi, il y a quelque chose qui s'allume. Euh, c'est important de partager entre nous. On est des animaux qui ont besoin, qui sont sociaux et qui ont besoin d'être ensemble. Donc, c'est comme ça que les expériences se créent, quoi. Ouais, tellement vrai. Ouais. Je suis tellement d'accord. Et j'imagine quand tu es sur l'océan comme ça, il y a des moments où ça va être super calme, super paisible. Tu dois voir les étoiles comme personne ne les voit ici sur le continent. C'est vrai qu'on est en phase avec les éléments à ce moment-là. Surtout en grande traversée, on sait à quelle heure la lune se lève, à quelle heure le soleil se lève, quand il se couche. On sait quelle constellation va se retrouver au-dessus de notre tête à tel moment de la nuit. Et vu qu'on a des quarts, donc quand on fait des grandes traversées, on a à chaque fois des blocs de 2 ou 3 heures qui s'enchaînent. Donc généralement, tu arriveras à voir plus ou moins toute la nuit à la fin de la traversée. Et chaque moment est différent, en fait. C'est ça qui est dingue. Chaque heure est différente. Bon, on parle souvent du coup de la nuit parce que c'est vrai que c'est des moments beaucoup plus mystiques et moins vécus. Et c'est si fort, quoi. C'est vrai que tu vois pas grand-chose s'il n'y a pas de lune. Donc ça peut être soit flippant, soit hyper puissant. C'est le moment de faire face à tes peurs du noir. Ah oui, oui, complètement. Et oui, ça m'arrive quand je suis en car, parfois je m'endors un petit peu, on somnole un petit peu, on se réveille parfois toutes les 15 minutes quand il n'y a pas grand-chose à faire. Et du coup, ça m'est arrivé quand même plusieurs fois de m'endormir avec le dos vers l'avant, donc je regarde l'arrière du bateau. Et donc en fait, quand je me réveille en sursaut, j'ai l'impression que le bateau est dans le mauvais sens parce que je suis en train de me regarder derrière et donc on est en train de s'éloigner. Et donc là, souvent, j'ai un gros coup de peur parce que c'était pas prévu, c'est pas logique, c'est pas dans le bon sens. Et puis, ok, quelques secondes pour me rendre compte que, ok, si on file à une bonne vitesse, c'est quand même dans le bon sens et tout va bien. Où est-ce que je suis aussi? Ouais, Ah, je il suis y a sur un beaucoup bateau. ouais. Ouais, même après des années, ça reste quand même quelque chose de surprenant. C'est ça qui est fou. Ah ouais, Et tout reste tellement beau. Enfin, il n'y a jamais eu un moment où on en a eu marre de voir cette nature. Ah ouais. J'imagine les levées et les couchers de soleil, ça doit être quelque chose de fantastique, quoi. Et je pense que voilà, le fait d'avoir étudié la biomarine, de connaître beaucoup d'espèces qui vivent dans l'océan, Ouais. crée un rapport que j'ai à l'eau qui est très présent. Enfin, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens à bord qui viennent, qui disent qu'ils ont peur de l'eau, peur de nager, Ah ou ouais. peur de savoir ce qu'il y a sous l'eau. Ils pensent qu'il y a un requin qui est à 2 mètres alors qu'on est dans l'océan le plus vaste du monde. Et, et c'est là que ça, j'en parle aussi dans le film, c'est que je trouve que pour naviguer sur l'océan, il faut un minimum en fait d'apprentissage par rapport à la vie biologique et Ouais. vivante qu'il y a dans l'océan. Tout comme les guides de haute montagne qui vont connaître les espèces, qui connaissent les saisons, qui connaissent comment les éléments vont tomber ou créer des nouvelles choses. Sur l'océan, il n'y a pas beaucoup de cours là-dessus. Ouais, c'est dommage parce que c'est vrai que Ah oui, tu non, vois c'est que la impossible. surface et qu'est-ce qu'il y a en dessous et ça permettrait en, en connexion profonde à la nature, la première chose qu'on apprend, c'est les dangers. Et ça a l'air bizarre de se dire, je vais me concentrer sur tous les dangers, mais en fait, à partir du moment où tu connais tous les dangers qu'il y a dans ton environnement, tu vas dans la forêt, tu sais que à tel moment, je sais pas, il y a des tiques, etc. Mais en fait, ça te relaxe parce que tu es plus sur le qui-vive de te dire qu'est-ce qu'il peut y avoir, mais tu sais que si tu es sur un bateau et tu sais que en fait, dans cette zone-là, il n'y a pas de requins, ou les seuls requins, c'est ces requins-là, ou il y en a peut-être, mais il y a tel signe qui peut me montrer qu'il y a que c'est dangereux à ce moment-là. Ça te permet de te relaxer le reste du temps et Oui, de pouvoir profiter et de savoir ce qui se oui, passe, quoi. tellement. Oui, et pas avoir un caractère stressé ou peureux par rapport à ton environnement. Ouais, ouais. Je pense il y a beaucoup de gens sur un bateau qui pensent qu'ils sont sur une feuille, qu'elle n'est pas pénétrable et C'est qu'elle les ça. cache de tout, tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Et c'est vrai qu'on dit quand ça ressemble à un lac ou un miroir, ben oui, tu as l'impression que tu es sur une surface stable. Ouais.
Et il y a tellement de choses en dessous et c'est une manière de se protéger aussi, de ne pas savoir ce qu'il y a en dessous et de surtout pas mettre un pied dedans pour savoir ce qui Ouais, existe. ouais, Je pense que ça, il faut vraiment faut recréer un lien, quoi. Il faut ah vraiment ouais. recréer un lien avec le navigateur, navigatrice et ce qu'il y a en dessous. Oui, c'est ça, parce que c'est dommage, parce qu'on reste vraiment dans le niveau de l'éducation, enfin même pas l'éducation, de l'amusement, mais on rentre pas dans la connexion de tout ce qui pourrait, tout ce qu'on peut Mhm. voir en dessous. Et j'imagine qu'à des moments, vous voyez quand même t'as quand même vu des animaux revenir à la surface. Oui, oui, et d'ailleurs, voilà, je sais qu'il y a beaucoup de marins et de marines qui nagent aussi dans l'eau, qui font du snorkeling et qui ont Hmm. une belle connexion. Donc, je Ouais. ne veux pas en faire une généralité. Ouais, ouais, non, Mais, non, tout à fait. mais oui, il y a des cétacés qui remontent. On a vu des petits crabes flottants, enfin qui nagent. Ils ont Ah des ouais? crabes comme ça et donc ils, Excellent. ils s'avancent comme ça dans l'océan. On a vu plein, Excellent. plein, plein, plein. Enfin, ouais, il y a plein de petites choses qui s'amènent de temps en temps. Et les oiseaux aussi, dès qu'ils commencent à réapparaître, on se dit, ah, il y a la Terre qui est pas loin. Ah ouais, ouais, c'est ça, faire attention à ces signes-là, c'est génial. Ouais. Et des baleines, vous en avez vu aussi parfois des baleines qui reviennent à la surface? Ouais. Bah, pendant les traversées, on n'en a pas beaucoup vu. Hmm. Donc, pendant la transatlantique, les deux d'ailleurs, on a juste vu une en partant de la Guadeloupe, en quittant l'île. Mais par contre, on n'a pas vu beaucoup pendant la transat. Après, bon, traverser l'océan comme nous, on le fait, c'est pas spécialement sur leur parcours, elle, c'est plutôt du nord au sud. Ouais, ouais, c'est ça. Euh, voilà, techniquement, il y en a, hein, il y en a qui Ouais, circulent, mais vu qu'on ne sait pas exactement où tout le temps, bah, c'est à eux de choisir. ouais, ouais, c'est ça. Mais par contre, il y a des hotspots où on était où il y en a énormément. Donc, par exemple, les îles Canaries, là, c'est un hotspot de cétacés où il y en a plein, plein, plein. Les Antilles aussi, Cap-Vert. Donc, tout ça, c'est des endroits où les baleines migrent euh, pendant, bah, du coup, de novembre à mars. Ouais, Un peu plus tard, on va dire, janvier à avril. Et donc là, elles descendent justement soit aux îles Canaries, soit au Cap-Vert, soit aux Antilles. Et donc ça, c'est les moments où on ouais. peut les voir. C'est d'être hyper impressionnant d'avoir ce géant qui revient Oui, à côté de ton petit bateau là. On doit se sentir tout il petit. faut faire attention. Ouais, 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 j'imagine bien. Et est-ce que pour terminer, tu pourrais nous partager peut-être une histoire, hein, quelque chose en particulier que tu as vécu à un moment donné en lien avec la nature, hein, quelque chose qui t'a frappé, Hmm. émerveillé, je sais pas. C'est une bonne question, ça. J'y ai pensé en plus et je savais pas trop. Hmm. Parce que Ben, tu plonges aussi parfois? je planche. Je fais plutôt de l'apnée maintenant. Ah, waouh, ok. C'est un sport qui m'a beaucoup reconnecté à moi-même Hmm. parce que c'est un sport enfin, c'est une pratique qui est liée à la méditation et au yoga parce que si tu veux pouvoir garder le plus d'oxygène possible dans ton corps, il faut que tu sois tranquille dans la tête, dans les Ouais, muscles, dans l'esprit. Donc ça passe par beaucoup de phases ouais, différentes de comprendre comment on fonctionne. ouais. Et ça m'a beaucoup, beaucoup aidé pour tout plein de choses. Je le conseille à beaucoup de gens. C'est une chouette manière de faire du snorkeling, mais un peu plus plus. Ouais, Toujours avec quelqu'un pour surveiller. Et ça permet de pas devoir avoir tout l'attirail de bouteilles, de trucs à ouais, mettre sur son dos, de ouais, pouvoir être libre dans l'eau. Mais j'adore la plongée aussi, hein. C'est juste que voilà, j'ai pas eu l'opportunité de le faire partout, parce que ouais. Faut avoir le il matériel, y a quoi. une certaine logistique. Du coup, j'ai approfondi la plaine. Hmm. Et bah ça, j'attends toujours le moment où potentiellement je croiserai une baleine un jour par hasard en apnée. Voilà, petit message à l'univers. Ça m'a fait vivre des très très belles choses. Mais une petite anecdote en lien avec la nature, je pourrais expliquer un moment que j'ai vécu au Sénégal. Mhm. Donc c'était plutôt un peu une réalisation que quelque chose de très fort que moi j'ai moi-même vécu, mais Ouais, c'était un moment où j'ai été parler aux pêcheurs pour en apprendre plus, les rencontrer et puis partager les sons de baleines aussi. Et quand je leur ai fait écouter ces sons, ils ont tout de suite réagi un peu de manière peureuse. ah ouais. Et c'est la première fois que j'avais ce genre de réaction.
Je me dis, mais enfin, normalement, les gens, ils trouvent ça chouette et beau. Et en fait, eux, quand ils vont à la pêche, ils ont leur pirogue, ils ont leur filet. Et s'il y a une baleine, ils entendent donc les sons des baleines au-dessus de la surface de l'eau. Ok. Ça leur est déjà arrivé. Donc, moi aussi, j'attends encore ce jour, mais ils sont tellement proches de l'eau, je pense, dans leur toute petite barque que voilà, ils entendent tout. Et là, en fait, je pense qu'ils m'ont raconté qu'il y avait déjà eu un moment où une baleine était venue et s'était mise dans le filet. Mm. Et en fait, du coup, ça a pris le filet et le bateau à l'eau. Wow. Tellement que c'est énorme et que c'est quelque chose qu'ils ne veulent pas, en fait. Et donc, moi, j'étais là en train de protéger les baleines et leur dire de faire attention. Et eux, en fait, ils n'avaient aucune envie d'en voir une parce que ça voulait dire qu'elles pouvaient s'approcher et détruire leur manière de fonctionner Ouais. et de pêcher. Ouais, c'est ça. Leur lien est différent, quoi. Ouais, ça m'a vraiment fasciné par rapport au lien humain que chacun peut créer avec un certain animal par rapport au contexte social, économique. L'expérience, quoi. L'expérience qu'on a avec cet animal. Ouais. Ouais. Ouais, Ça m'a encore, voilà, je suis devenue encore plus petite dans ce monde énorme de choses à découvrir et ouais. de choses à apprendre. Ouais. Et à respecter chacun dans ce qu'il est et dans ce qu'il vit aussi. Mhm. Ouais, super. Super, merci de nous avoir fait voyager au milieu de l'océan. Là, j'ai l'impression j'ai plein d'images de bateaux, de baleines. Ouais. Avec plaisir, merci à toi. Et on peut te retrouver, je crois, sur Spotify et sur Instagram en tout cas, peut-être sur Facebook, je sais plus. Oui, tout ça hein, aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui, ouais, on est un peu partout. Ouais. Mais je mettrai un lien, des liens en dessous du podcast. Et le film, là, il est sorti, donc c'est Leçon Atlantique. Est-ce qu'on peut encore le voir quelque part ou comment ça va? Alors, on fait encore quelques projections un peu, enfin pas privées, mais du coup, des projections pour faire sortir le film. Ouais. Et soit on le vendra à une plateforme, soit on le mettra en ligne. Donc, à un moment donné, il sera visible. Mais d'accord. Donc, ça, on verra sur les réseaux. J'imagine que tu oui. t'en parleras. Oui. Ok. Et on terminera. Quittez pas tout de suite. Après, on mettra un petit morceau de toi avec les baleines. Ouais. Mais comme ça, vous avez le contexte, c'est des globicéphales enregistrés à Tenerife. Les globicéphales à Tenerife. Ouais. Donc, c'est la famille plutôt des dauphins. Ils ont une grosse boule sur la tête, une grosse tête. La grosse tête. Ils font des cris plutôt un peu plus comme des dauphins que les baleines à bosse qu'on entend chanter, qu'on connaît un peu comme caractériser des baleines. Magnifique. Ouais. Génial. Eh ben, un grand merci pour tout ça. Merci à toi, avec plaisir. Merci, au revoir. Au revoir. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à ajouter un j'aime sous la vidéo, à laisser votre avis, à la partager autour de vous et à vous abonner pour être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes. Vous pouvez aussi visiter le site de Graines de Sauvage pour vous inscrire à la newsletter et être tenu informé des activités. Allez faire un tour sur Instagram pour d'autres contenus sur la connexion et la nature. Merci et à bientôt!